Il y a quelque temps, on a eu un sujet à propos de la peur de la critique, de la timidité, d'être nerveux à propos de ce que les autres vont penser. C'est un très gros problème pour beaucoup de gens, incluant moi-même, même si c'est beaucoup moins important maintenant, mais c'était vraiment un très gros problème avant. Et ça peut se manifester de différentes manières. Être nerveux, anxieux, agité, se sentir gelé, avoir de l'insécurité, être tremblant lorsqu'on parle par exemple, être inquiet, se sentir inférieur, avoir honte, se sentir coupable, se sentir confus, incertain, et on peut encore en dire plus. Mais tout ça, ça prend principalement racine dans le fait d'avoir peur de ce que les autres pensent de vous, d'avoir peur de la critique des autres ou d'avoir peur du jugement des autres. Et pour être capable de réellement l'enlever en profondeur, ça requiert la méditation, la pratique de la bonne pleine conscience, une pratique qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement en analysant et en comprenant qu'on s'en débarrasse, cependant comprendre est extrêmement utile et peut être extrêmement aidant. Alors il y a plusieurs points principaux à comprendre qui aident beaucoup et qui peuvent déjà permettre de faire un bon bout de chemin pour alléger la charge de ce problème. Donc en premier, cette peur de la critique ou attachement au jugement des autres n'est pas là tout seul. C'est basé particulièrement sur la condition d'avoir un attachement au moi, à notre ego. L'attachement à l'image de nous-mêmes dans le regard des autres. Si on n'a pas d'ego ou de moi quand on parle, par exemple, comment est-ce qu'il pourrait y avoir aucune inquiétude à propos de ce qu'ils vont penser? Si je parle uniquement par compassion envers la personne à qui je parle. Si j'utilise mes mots comme un cadeau pour l'autre personne. Ce qui implique aussi de parler pour dire quelque chose qui est vrai et qui est utile. Dire quelque chose dont le but est d'aider l'autre personne à s'élever. Alors comment est-ce que je pourrais avoir peur de ce qu'ils vont penser de ce que j'ai dit ou de comment ils vont le prendre? C'est comme un cadeau, ça leur appartient de le prendre ou de le refuser et ça n'a rien à voir avec moi. En revanche, si je parle avec le besoin que les autres soient impressionnés, si je veux qu'ils pensent du bien de moi, et c'est une partie de la raison pour laquelle je parle, alors il y a la place pour que l'agitation, le stress, la timidité puissent rentrer. Donc c'est quelque chose à considérer. Si vous retiriez votre ego de l'équation, afin de juste dire le message qui a besoin d'être donné, alors comment est-ce qu'il pourrait y avoir aucune inquiétude à propos de ce que les autres vont penser de vous? Une autre condition pour que la timidité, l'agitation, la nervosité puissent grandir, c'est d'avoir du doute ou de l'incertitude à propos de ce que l'on dit ou à propos de ce que l'on fait. Mais c'est plus facile à voir et plus évident lorsqu'on parle. Parce qu'en général, lorsqu'on se parle les uns aux autres, ce n'est pas pour parler de quelque chose qu'on a vu ou dont on a nous-mêmes fait l'expérience. Souvent, on pioche des idées à partir de différentes choses que l'on a lues, que l'on a entendues. Des choses qui nous plaisent, qui sonnent bien. Puis, on parle de ces choses comme si c'était nos propres idées, mais sans jamais les avoir testées par nous-mêmes, vérifiées par nous-mêmes. Alors, il y a toujours la peur d'être réfuté, de voir notre argument écrasé, parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de ce dont vous êtes en train de parler. Vous ne l'avez pas vu ou testé par vous-même. Oh, et si cette personne me pose cette question et que je ne sais pas répondre, je vais avoir l'air complètement stupide. Donc bien sûr, si on parle de cette manière, alors c'est vrai que quelqu'un peut arriver à poser une question à laquelle on ne sait pas répondre. On n'est pas allé regarder en profondeur dans le sujet, on ne l'a pas vérifié par nous-mêmes. Mais si on sait de quoi on parle, et si on parle à partir de notre propre expérience, avec honnêteté, en ayant compris notre sujet, on sait ce que l'on dit, et il n'y a pas de place pour l'insécurité de rentrer. Bien sûr, c'est vrai, lorsque vous êtes en société et que vous devez interagir avec de nombreuses personnes différentes et parler de différents sujets, ce n'est pas toujours possible de seulement parler de choses que l'on a vues et que l'on a compris par nous-mêmes, dont on sait directement par nous-mêmes qu'elles sont vraies. Mais dans ce cas, il s'agit simplement d'être honnête et de dire « Oh, ça je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu de quelqu'un d'autre. » C'est ne pas être attaché à nos idées non plus, et c'est être ouvert à entendre ce que quelqu'un d'autre a à dire. C'est ne pas avoir à prouver que l'on a raison. Si quelqu'un me pose une question dont on ne connaît pas la réponse, c'est être prêt à dire « Oh, ça je ne sais pas, je ne suis pas sûr. » Si vous posez une question à quelqu'un et qu'il ne connaît pas la réponse, est-ce que vous allez rire et penser de lui « Oh, qu'est-ce qu'il est nul, il ne connaît pas la réponse de ça ?»
etc. Non. Et si c'est le cas, c'est à vous d'aller faire un travail sur vos qualités. Donc, il n'a pas besoin de tout savoir. Ce qui m'amène à un autre point, c'est que souvent lorsqu'on est nerveux devant les autres, c'est basé sur une sorte de comparaison entre nous et eux. Il faut que je sois supérieur ou inférieur. Le fait de vouloir être au-dessus lorsqu'on se compare aux autres. Si je ne suis pas supérieur, c'est que je suis inférieur. Alors il faut que je montre que j'ai plus de connaissances pour être supérieur. Mais tout ça, c'est du non-sens complet. Il n'y a aucun besoin de faire cette comparaison entre supérieur ou inférieur. On a un corps et un esprit, ils ont un corps et un esprit. On a un squelette, ils ont un squelette. On a besoin de manger, ils ont besoin de manger. Et si on regarde notre esprit juste un moment, on peut observer qu'il est complètement automatique et que sa nature est de changer à chaque seconde. Est-ce qu'on pense que leur esprit est différent? Il n'y a vraiment aucun besoin de cette comparaison entre supérieur et inférieur. On peut se poser par exemple la question: est-ce que je serais nerveux si je parlais devant un groupe de poules? Ou si je parlais devant tous les poissons de la mer? Non, je ne serais pas nerveuse. Et c'est pas parce que je pense que je suis supérieure aux poules ou que je suis supérieure aux poissons. C'est juste qu'il n'y a pas de comparaison. Finalement, un troisième point qui est assez important à mentionner et qui est surtout pertinent lorsque vous pratiquez Dhamma, lorsque vous travaillez la moralité, lorsque vous travaillez sur vous-même, afin d'être meilleur chaque jour, afin d'être plus sage chaque jour. Ça, c'est le travail pour dépendre sur vous-même, pour être indépendant de l'extérieur. Ce qui veut vraiment dire de se reposer sur le résultat de vos propres pensées, de vos propres paroles et de vos propres actions, en apprenant comment bien penser, comment bien parler, comment bien agir, et le pratiquer. Au lieu d'attendre que quelqu'un nous dise si ce qu'on fait est bien ou mal. Ce qui se passe beaucoup dans le monde et dans notre société, c'est qu'en fait, on ne sait pas clairement si on est bon ou si on est mauvais. Et on mesure notre propre valeur en fonction de ce que les autres nous disent à propos de nous. Donc si quelqu'un me dit que je suis complètement inutile, complètement nulle et que j'ai rien à faire ici, je vais sûrement penser que je suis complètement inutile et nulle et que j'ai rien à faire là. Et bien sûr, je vais me sentir très mal. Mais si quelqu'un me dit qu'il m'aime beaucoup, qu'ils apprécient ma présence, que je les ai beaucoup aidés, que je suis quelqu'un de bien, je vais sûrement penser que peut-être que je suis une bonne personne et que les gens aiment être en ma compagnie. Et ça va faire que je vais bien me sentir. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va aller rechercher cette approbation des autres afin de se sentir bien, au lieu de rechercher ce qui est en réalité bien ou mal et de le corriger nous-mêmes en nous-mêmes. Et ça a beaucoup de conséquences. L'une d'entre elles est la timidité, être tout le temps tendu ou nerveux. Mais ça a aussi d'autres conséquences que l'on peut ne pas remarquer, mais qui sont tout autant délétères. Par exemple, on va préférer s'associer avec des gens qui vont nous dire des choses gentilles, qui vont nous dire qu'ils nous apprécient, au lieu de s'associer avec des gens qui sont plus sages que nous et qui peuvent nous dire comment nous corriger, ce qui est vraiment un assez gros problème. Mais si on a appris à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce que sont les bonnes qualités et ce que sont les mauvaises qualités en nous-mêmes, alors maintenant notre plus grande valeur repose sur la bonté, sur les qualités que l'on trouve en nous et que l'on développe en nous. On travaille à chaque instant à développer et à grandir les bonnes qualités et la sagesse, et à n'accepter aucun mauvais comportement en nous-mêmes. Alors que quelqu'un approuve ou non ce qu'on a fait, ça ne fait aucune différence pour moi, car je suis consciente que j'ai mis des efforts à travailler à faire bien chaque jour et chaque instant. Donc par exemple, même si on est conscient qu'on a mis beaucoup d'efforts et beaucoup de qualité à faire un très bon repas à quelqu'un, c'est toujours possible qu'il n'aime pas le goût, ou bien parce qu'on n'a pas le même goût qu'eux, ou bien parce que même si on sait qu'on a mis beaucoup d'efforts et qu'on a été attentionné, il se peut qu'une erreur soit glissée par manque d'expérience. Donc si on a besoin que l'autre personne approuve ou soit contente avec ce qu'on a fait, alors bien sûr qu'on va être perturbé s'il ne l'aime pas. Mais si notre valeur était sur les qualités avec lesquelles on a fait le repas, sur le fait qu'on ait mis de l'effort, qu'on ait fait de notre mieux, alors ça ne nous fait rien. On va corriger la prochaine fois, c'est pas bien grave et on va pas être perturbé. Mais de l'autre côté, à nouveau, même si quelqu'un me pointe une faute que j'ai en moi, ou me pointe un négligent, ou un endroit où j'ai eu une impureté que je n'ai pas remarqué, alors de même, il n'y a pas de place pour être vexé ou en colère, ou pour avoir de l'insécurité,
car mon but est aussi d'enlever ces fautes, ces corruptions, ces impuretés de moi-même. Donc, je ne peux avoir que de la gratitude que la personne m'ait montré où est-ce que je peux me corriger. Attention, ce dernier point ne doit pas être compris dans le sens où l'on doit accepter toute critique que l'on reçoit, pour n'importe quelle raison. Par exemple, si quelqu'un me dit « C'est complètement stupide le célibat, si tout le monde faisait comme toi, il n'y aurait plus de race humaine ». C'est évidemment pas une critique que je vais prendre, car ce n'est pas en accord avec ce vers quoi je travaille, ce n'est pas mon but de propager la race humaine. On peut être critiqué par beaucoup de personnes différentes, certaines sont très sages, et certaines, la plupart, ne sont pas sages du tout. Donc ça doit bien sûr être considéré. Recevoir une critique d'un professeur que l'on sait être plus sage que nous est une chose très différente que de recevoir une critique de n'importe qui dans la rue. Attention, ça ne veut pas dire qu'une critique d'une personne quelconque dans la rue ne peut pas être utile, mais à ce moment-là, on doit évaluer ce qu'ils disent, basé sur notre propre compréhension sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal. Est-ce que ça vous aide pour aller vers votre but ou non ? Est-ce que ça vous aide pour être une meilleure personne ou non ? Donc, quand on a vraiment ce but de travailler à nous améliorer à chaque moment et de travailler sur notre propre esprit, de travailler à dépendre de nos propres bonnes actions, de notre propre sagesse, ça modifie énormément comment on voit le fait d'être critiqué. Donc, pour résumer, la peur de la critique ou la peur du jugement ont 3 conditions principales qui les font grandir. En premier, c'est d'avoir un moi ou d'avoir un ego qui a besoin de prouver quelque chose aux autres, qui a besoin d'impressionner les autres. Et une part de ça, c'est ce besoin de se voir soi-même comme supérieur ou inférieur. En deuxième, c'est d'avoir du doute ou de l'incertitude à propos de ce que l'on dit, notamment parler de choses issues d'idées recyclées, et d'avoir besoin de prouver que l'on a raison à propos de ces idées recyclées. En troisième, c'est être dépendant des autres pour qu'ils valident et approuvent nos actions. En d'autres mots, qui nous disent qu'on est bon, qui nous disent que ce qu'on fait est bien. D'un autre côté, si on pratique et travaille à penser, parler et agir sans égoïsme au lieu de le faire avec égoïsme, si on parle de ce que l'on a vu et compris au lieu de parler d'idées recyclées, et si on pratique la moralité et avons pour but de nous corriger nous-mêmes, de retirer consciemment les fautes et ajouter les qualités, alors on devient une île pour nous-mêmes, et on ne peut pas être blessé par la critique. Mais tout ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et en particulier, c'est vraiment essentiel de développer la bonne pratique de méditation de pleine conscience.